membre du groupe. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas produit d'audio. Bon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore très bien, je suis Farid Tahirou Shabazz, porte-parole du Chemin de l'Espérance, qui est un parti politique centrafricain, dirigé par l'homme d'État Abdoukarim Kassoua. Donc, je suis un homme politique centrafricain dans l'opposition centrafricaine. Et là, je voudrais réagir rapidement sur l'allocution le 24 septembre 2022 du Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga. Il a fait une allocution devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et cette allocution, il faut le reconnaître, a suscité pas mal de réactions. C'est-à-dire qu'il y a eu un engouement, il y a eu une forte appréciation, une salutation même importante de la part du microcosme panafricaniste 2.0, comme je le qualifie, et de la part du Cénacle des Kamites. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que quand on voit ces deux entités, ces deux catégories de militants, panafricanistes 2.0 et à la fois Kamites, on se rend compte qu'il y a au moins deux points communs qu'ils partagent. Premièrement, il y a la haine de la France, même si ils vont hypocritement nous dire que non, ils n'ont pas une haine de la France, mais ils luttent contre le gouvernement français. Mais bon, quand on brûle le drapeau français, c'est pas le drapeau du gouvernement français, c'est le drapeau des Français, de tous les Français. Donc c'est bien la preuve que c'est la haine de la France et non pas la haine du gouvernement français en tant que tel. Deuxièmement, ce qui les relie également, ce soutien aveugle, vraiment aveugle à la politique impérialiste de Poutine en Afrique. Alors on ne comprend pas, mais voilà, ils sont là comme ça dans une férocité, une cécité absolue quant au programme totalement impérialiste, colonialiste, néocolonialiste de Poutine en Afrique, qui utilise les Africains comme le dindon de la farce. Et malheureusement, ces deux entités tombent dans ce piège-là. Et donc, ils ont beaucoup relayé l'allocution du PM Abdullah Maïga. D'ailleurs, il y a eu, cette allocution a battu tous les records, ça a créé un buzz incroyable sur les réseaux sociaux en termes d'interaction, c'est-à-dire de likes, de partages, de commentaires suscités par cette allocution et ces partages. Donc, évidemment, quand moi j'ai commencé à m'exprimer, évidemment, j'ai été ostracisé puisque j'ai commis le crime de lèse-majesté. J'ai commis ce crime-là en faisant quoi? En commentant, en critiquant, à partir d'arguments fondés, la position, l'allocution, le discours du Premier ministre par intérim Abdullah Maïga. Et donc, ça a créé une levée de bouclier, une bronca générale. Et en fait, on me reproche d'avoir relevé les nombreuses incohérences, les flagrantes contre-vérités, les insupportables hors-sujet et autres inconsistances de Maïga dans son discours. Et pour cela, évidemment, j'ai été soumis à tout, quoi. Puis d'invectives, d'avanés, d'insultes, des torrents de propos injurieux, orduriers, enfin, voilà, la totale, quoi. Donc, sans oublier des attaques ad hominem. Donc voilà, c'était ça mon crime, et bon, je ne vais pas revenir dessus, c'est pas forcément intéressant de relever ces petites gentillesses-là. En revanche, on peut revenir rapidement sur ce petit débat, sur cette petite tempête dans un verre d'eau. Bon, je ne vais pas m'attarder davantage sur les qualités et autres vertus que ces panafricanistes 2.0 et Kamit trouvent au discours d'Abdullah Maïga. Je vais plutôt aller dans le vif du sujet. D'abord, premièrement, sur le fond, sur la forme, pardon, sur la forme de ce discours-là. Personnellement, j'ai trouvé ce discours-là assez vindicatif. Enfin, j'ai trouvé paradoxalement vindicatif et acrimonieux, et en même temps doloriste, larmoyant. C'est assez étrange. Bon, ça m'a un peu choqué parce que de la part d'un militaire, parce que c'est quand même un officier supérieur, c'est un colonel de l'armée malienne, prendre cette posture-là de doloriste, du pleureur, du pleurnicheur, je trouve ça un peu de cette plainte systémique, ça, je trouve ça assez pitoyable, assez pathétique de la part d'un officier supérieur qui normalement devrait respirer la virilité, la puissance, la force. Là, on voit un homme qui est en train de pleurer, de se plaindre, voilà. Donc cette forme-là adoptée, à mon avis, c'est assez grotesque, assez pathétique. Et je trouve ça assez déconcertant. Donc la forme du discours pour moi est un peu ratée. D'autant plus que c'est un moment assez solennel
devant le monde entier, même si on peut émettre des critiques vis-à-vis de l'ONU, de sa formation, de son fonctionnement, de son organe, etc. Il n'y a pas de problème, mais il n'empêche que c'est un moment où le monde entier est réuni en un seul lieu et on attend de voir, voilà, d'écouter ce que le Mali a à nous dire. Bon, voilà, donc adopter cette attitude-là, vraiment, c'était un peu ridicule à mon sens. Mais allons directement sur le fond. Sur le fond, il y a 3 points, en fait, trois critiques, grandes lignes de critiques que j'ai émis, qui ont fait un peu mal aux fanatiques, aux groupies d'Abdoulaye Maïga, et plus précisément, plus généralement, de la junte militaire malienne. Premièrement, j'ai relevé des incohérences. Il y en a au moins 2 sur lesquelles on peut s'attarder. 2 incohérences. J'ai relevé des contre-vérités. Il y a particulièrement, singulièrement, une contre-vérité sur laquelle je voudrais vraiment qu'on prenne du temps pour parler. Et enfin, il y a aussi les inconséquences. Parmi ces inconséquences, on peut en citer 2 sur lesquelles on va prendre du temps pour discuter. Alors, commençons déjà par les incohérences. L'incohérence la plus flagrante, à mon sens, c'est ce reproche que le Premier ministre par intérim malien, Abdoulaye Maïga, fait à la France. Alors, il reproche à la France d'avoir abandonné le Mali, d'avoir poignardé dans le dos le Mali. Et pourquoi? Parce que la France a retiré ses troupes militaires du Mali. Là, on ne comprend plus rien. Là, vraiment, on ne comprend plus rien. Alors, on a un régime de, de putschistes qui ont passé le clair de leur temps à organiser des marches géantes contre la France, où on brûle des drapeaux français. Ils ont humilié et expulsé l'ambassadeur de France au Mali. Ils ont fait interdire les médias français au Mali. Ils ont provoqué des crises diplomatiques entre la France et le Mali. Ils ont été à l'origine du saccage des intérêts français au Mali. Et quand, après tout cela, la France décide unilatéralement de se retirer et de retirer ses troupes militaires, là, on voit un Maïga qui dit non, mais c'est une trahison, on a été abandonné, la France nous a abandonnés, c'est pas bien, qui se met à chialer. Voilà, on comprend pas. Ça vraiment, alors c'est une schizophrénie totale, voilà. Ou alors peut-être on est en train de voir les émanations du syndrome de Stockholm, je sais pas. En tout cas, vraiment, ça c'est vraiment une incohérence totale et ça a sauté aux yeux de tout le monde, il me semble. Ça n'a aucun sens. Deuxièmement, je constate que Maïga regrette que le gouvernement français actuel trahisse, et là je le cite, le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières. Alors là, là les bras m'en tombent. Vraiment, je tombe des nues. Quelqu'un qui prétend être panafricain, donc panafricain du XXe siècle, donc ça veut dire que quelqu'un qui par nature combat l'idéologie colonialiste, l'idéologie impérialiste, esclavagiste, qui regrette que Macron ait rompu, que le gouvernement de Macron ait rompu avec l'héritage prétendument humaniste des philosophes des Lumières. Ça, alors que l'on sait très bien que le soubassement intellectuel de la négrophobie occidentale, et plus précisément française, qui a institutionnalisé la démocratie, la négrophobie, c'est justement l'idéologie des Lumières, c'est justement la philosophie des Lumières. Cette institutionnalisation de l'infériorité prétendument génétique des Noirs par rapport aux Blancs prend sa source dans le siècle des Lumières, chez les philosophes des Lumières. Il n'y a rien d'humaniste dans cela. C'est même le terreau fertile euh, de la validation de l'esclavage des Noirs et de la traite des Noirs. Donc là, nous sommes au XXIe siècle, il y a un dirigeant d'un pays africain, le Mali, pas des moindres, qui regrette qu'un gouvernement qu'il dit être une junte, qu'il dit être négrophobe, qu'il dit être néocolonialiste, alors on va acheter tout ce qu'on veut, mais il regrette que ce gouvernement-là ait rompu avec le siècle des Lumières, avec les philosophes des Lumières. Alors là, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ces propos veulent dire? Comment aujourd'hui des panafricains qui se respectent, qui ont une connaissance, un acquis, des outils intellectuels panafricains, dans la tradition panafricaine, peuvent applaudir un tel homme? Parce que là, franchement, on est dans l'inculture totale. On est dans l'inculture, c'est un inculte de dire des choses comme ça. Alors, je veux bien comprendre, je veux bien entendre que après les événements tragiques, après les crimes contre l'humanité qu'ont été l'esclavage, la traite des Noirs, la colonisation, après tout cela, on peut comprendre évidemment que les populations qui ont été soumises à cela
soit traumatisés, soit aliénés. Mais le propre de l'élite, justement, c'est d'aller au-delà de l'aliénation, c'est de dépasser l'aliénation, c'est de combattre l'aliénation, c'est d'être conscient. Donc quand on est un leader panafricain au XXIe siècle, on doit être conscient. On ne peut pas répéter les mensonges, les propagandes euh, des, euh, des ennemis, justement, de la progression, de l'évolution, du développement des Africains. Et là, on a un leader qui vient nous étaler toute son inculture, pour défendre ce qu'il appelle le lourd héritage humaniste des philosophes. Donc il regrette que Macron ne s'appuie pas sur Voltaire. Voltaire, qui, rappelons-le, vivait grâce à l'esclavage, parce qu'il était actionnaire dans les entreprises et dans les compagnies esclavagistes. Donc voilà, aujourd'hui, une incohérence, moi, qui nous saute aux yeux, et on n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, les panafricanistes ou les kamites applaudissent jusqu'à saigner des mains une telle déclaration. Je ne comprends pas. Il y a aussi cette contre-vérité, et elle est énorme. Il y en a plusieurs, mais celle-ci, elle est énorme. Quand Abdoulaye Maïga essaie de faire comprendre, essaie de faire entendre que la France serait l'auteur du génocide rwandais. D'ailleurs, lui, il parle pas du génocide rwandais, il parle exclusivement du génocide des Tutsis au Rwanda. Alors qu'aujourd'hui, toute l'historiographie sérieuse qui s'est penchée sur la question du génocide au Rwanda parle plutôt des génocides au Rwanda. Génocide d'abord Tutsi et ensuite Hutu. Mais bon, là, la formulation qu'il a adoptée, c'est-à-dire génocide des Tutsis au Rwanda, montre déjà qu'il a fait il a un parti pris qui est réel. Un parti pris qui est réel, c'est celui du mensonge éhonté, donc de la propagande du dictateur qui est Kagame. Là, il est en train de se faire le zélateur de la propagande du dictateur Kagame, en voulant essayer de tacler la France. Parce que quand on s'appuie sur les rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies, experts indépendants des Nations Unies, quand on s'appuie sur les conclusions des enquêtes des chercheurs ou des investigateurs indépendants, quand on s'appuie sur les enquêtes judiciaires espagnoles, françaises, comme par exemple celle du juge Bruguière, ou bien quand euh, on s'appuie sur les missions d'enquête parlementaire du Parlement européen ou des parlements de gouvernements européens, ou même du Congrès américain, et qu'est-ce qu'on voit comme conclusion? La conclusion converge vers l'idée qui est établie que le général Kagame, actuel président du Rwanda, dictateur au Rwanda, est le cerveau, est un des principaux cerveaux, un des principaux auteurs des génocides au Rwanda. Alors que quand Maïga parle du génocide des Tutsis au Rwanda, qui serait l'œuvre de la France, là vraiment, on voit que c'est un homme non seulement qui est déjà inculte, on l'a vu avec l'histoire des Lumières, mais c'est un homme aujourd'hui en fait qui est une marionnette. Parce que déjà quand il dit ça, ça n'apporte rien au Mali. Donc il y a pas mal de personnalités reconnues, enfin des sommités, comme par exemple la congressiste américaine, afro-américaine, Cynthia McKinney, qui à l'époque, rappelons-le, elle était envoyée spéciale de Bill Clinton en Afrique. Elle était envoyée au Rwanda pour enquêter sur ce qui s'est passé au Rwanda. Pour Bill Clinton, il fallait charger les Hutus, charger la France. Et sur le terrain, Cynthia McKinney s'est rendu compte qu'effectivement, le cerveau de tout cela, c'était Paul Kagame, le général Paul Kagame. Après cela, évidemment, Cynthia McKinney a été combattue par Bill Clinton, par tous les impérialistes américains, parce qu'elle elle a osé dévoiler la vérité des faits. On peut également citer des journalistes d'investigation comme par exemple Charles Onana qui a beaucoup écrit sur le sujet, qui a enquêté sur le terrain, qui a ouvert toutes les archives, qui a pu trouver des Nations Unies, au Rwanda, du tribunal pénal international pour le Rwanda, etc. Donc voilà, Charles Onana et bien sûr Pierre Péan. Ce sont les travaux sur lesquels tout un chacun peut s'appuyer. Sur les témoignages également d'acteurs principaux, des hommes politiques qui à l'époque étaient des acteurs principaux. C'est le cas par exemple du conseil spécial de Mobutu, Honoré Banda, hein, c'est lui qui a même qui a présenté à l'époque Kagame au président Mobutu. Ils l'ont regretté par la suite, mais c'est déjà trop tard. Donc, tous ces acteurs principaux nous montrent qu'effectivement, la position que soutient aujourd'hui Maïga est une position qui relève non pas de la vérité historique,
mais de la propagande mensongère au bénéfice du Rwanda. Et là, on se pose la question, qu'est-ce que le Rwanda gagne à faire cela? Qu'est-ce que Maïga gagne à faire cela? Donc on voit bien qu'il était liquidé. Ce n'est pas pour l'intérêt des Maliens. Mais qu'il y ait eu ou pas un génocide, il n'y a aucun gain pour le Mali. Mais pourquoi tenir ça? Et en plus, pourquoi dire des mensonges sur la France par rapport à cela? Alors que les documents existent. Donc on voit que ça, c'est vraiment une contre-vérité qui cache autre chose. Et précisément, à mon avis, qui cache le fait que cet homme a été liquidé et qui n'est pas maître de ses pensées. C'est dommage. Sur les inconséquences, j'en retiendrai que 3. D'abord, moi je suis assez dubitatif quand je vois que Abdoulaye Maïga attaque le 3e mandat de Ouattara. D'accord, c'est très bien. Attends, déjà, je vais arrêter de suite les critiques. Faut pas croire que je suis là pour soutenir le 3e mandat de Ouattara. Ce n'est pas du tout le cas. Moi-même, aujourd'hui, en Centrafrique, je combats le 3e mandat du président fantoche Faustin Archange Touadéra. Donc, c'est pas là le problème. Mais le problème, pour moi, vient du fait que la posture, le positionnement actuel du Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga ne l'autorise pas à attaquer ce 3e mandat de Ouattara. Parce que déjà lui-même est dans une situation de transition. Cette transition aurait dû durer 6 mois. Après, ça a été prolongé à 18 mois. Depuis 2020, cette junte militaire malienne est aux affaires avec comme seule mission de créer des conditions pour l'élection, pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est la seule mission d'une transition. Dans le monde entier, quand on parle de transition, le seul objectif, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Rien d'autre. On ne demande pas une transition de nous raconter leur vie, de faire ceci, cela. Non, on les demande de faire ça. Mais ça, ils en sont incapables. Ils ont même demandé 5 ans de transition, ce qui est absolument improbable. Parce qu'il y a des gens qui sont élus pour 5 ans. Mais eux, par transition, ils veulent avoir 5 ans. Donc, quelqu'un qui a été incapable d'organiser des élections en 18 mois, comment peut-il espérer être crédible quand il critique le 3e mandat de Ouattara et également supplémentaire quand il reste silencieux face au 5e mandat de Poutine. On est quand même assez circonspect parce que voilà, chacun a fait un peu de mathématiques. 5 c'est supérieur à 3 quand même. Donc sa position ne lui permet pas de critiquer cela, et on est quand même étonnant qu'il travaille main dans la main avec un régime où le dirigeant a déjà 5 mandats dans les jambes. Donc vraiment son propos est absolument pas crédible. Deuxième inconséquence pour moi que je soulève, alors là j'ai ri à gorge déployée quand j'ai entendu Abdoulaye Maïga se plaindre du fait que la France aurait espionné et qu'il a des preuves espionné militairement le Mali. Mais je dis, mais Maïga, il vient de quelle planète? Il vient d'atterrir de quelle planète? Je veux dire, c'est aujourd'hui qu'il découvre que les États, amis ou ennemis, s'espionnent les uns des autres. Mais ça, mais je suis quand même assez sidéré. Je suis quand même assez sidéré. On protège la souveraineté d'un État par le renseignement. Alors, qu'est-ce qui l'étonne que la France l'espionne? Si lui-même se considère comme l'ennemi de la France, mais c'est normal que la France l'espionne. C'est normal que la France espionne un pays dans lequel il y a un vivier de djihadistes qui commettent des attentats en France. Ça, c'est la moindre des choses. Et ça veut dire aussi en même temps que lui n'espionne personne. Et si c'est vrai qu'il n'espionne personne, ça veut dire que vraiment, c'est un dirigeant qui est extrêmement dangereux pour les Maliens. Parce que le minimum du minimum, c'est de disposer de renseignements. Alors voilà, donc moi, quand j'entends ça, j'explose de rire, mais en même temps, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Donc on voit que cet homme-là est totalement inconséquent et que cette junte militaire malienne est inconséquente. Cette question d'espionnage m'en fait rire. Au final, je me pose une question. Quand j'ai écouté tout le discours, toute l'allocution du Premier ministre Maïga, je me pose la question. Quelles sont les propositions cohérentes qu'il a fait dans son discours? Je veux dire, si on enlève toute l'acrimonie, les critiques, la haine contre la France, tout ça là, on enlève tout ça. Hein, les pleurniches, tout ça, on enlève tout ça. Qu'est-ce qui reste de son discours? Rien. Absolument rien. En tout cas, rien de positif pour le Mali. Rien sur la scolarisation des filles maliennes, rien sur l'industrialisation du Mali, rien sur la formation des jeunes,
rien sur la lutte contre l'avancée du désert, rien sur le PIB du pays, c'est-à-dire que rien, quoi, il n'y a rien dans ce discours, aucune proposition, rien de concret. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que on peut retenir de ce discours? Finalement, rien. Parce que moi, je me pose la question. Si on ne peut rien retenir de ce discours, parce que finalement, il n'y a que de la haine, de l'acrimonie, un discours vindicatif, suranné, dépassé d'un autre temps. Mais alors maintenant, je me pose la question, sur quoi s'extasient les panafricanistes 2.0? Pourquoi il y a des groupies qui disent que ce discours serait historique? Historique en quoi? Est-ce qu'après ce discours-là, le PIB du Mali a grimpé de 5 points? Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que maintenant, parce que j'entends des gens disent oui, non, mais c'est le révolutionnaire, c'est le plus grand révolutionnaire, il a osé, bon, ouais, d'accord, il a osé, il est révolutionnaire. Donc maintenant, la révolution panafricaine du 21e siècle se résume donc à invectiver, à insulter, à attaquer, à mentir, à être inculte, inconséquent, approximatif, incohérent. C'est ça maintenant, être révolutionnaire pour le panafricain aujourd'hui en 21e siècle. Vraiment, je trouve que c'est assez inquiétant, pour ma part. Ceux des panafricains qui sont solidement ancrés dans la doctrine, dans la tradition panafricaine, dans les connaissances panafricaines. Ceux qui sont lucidement conscients de la politique actuelle. Nous estimons qu'on doit plutôt suivre la voie qu'a tracée le prix Nobel de littérature, le Nigérian Wole Soyinka, quand il dit que le XXIe siècle, les Africains doivent apprendre à discipliner leurs dirigeants. Voilà ce qu'il faut faire. On doit discipliner nos dirigeants. Discipliner comment? Discipliner en les forçant à faire de nos pays des pays où règne l'état de droit. En les forçant à faire du développement, de l'amélioration des conditions de vie des Africains l'objectif numéro 1. Non pas la démagogie, non pas les insultes, non pas les propos infamants, mais le développement, l'amélioration des conditions de vie des Africains, des Africaines, l'innovation, la compétition commerciale par rapport aux autres continents. C'est ça, être discipliné de dirigeant, et non pas faire du cinéma, du théâtre, du simulacre à la Jean-Michel Concon, comme l'a présenté Abdoulaye Maïga devant le monde entier. Donc nous ridiculisons au passage. Alors, pour conclure avec tout ça, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que nous pouvons dire sur le fond, sur la forme et sur le fond de ce discours? Qu'est-ce que ce discours démontre finalement? De prime abord, moi je vois que son discours, son allocation démontre deux choses. Premièrement, que la junte militaire au Mali est irresponsable. Elle est complètement irresponsable. Elle est irresponsable et complètement déconnectée des vrais enjeux du développement du Mali. Ça, c'est une clé, c'est une évidence. Et deuxièmement, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que la junte militaire au Mali travaille pour un agenda qui est tout autre que l'agenda du Mali et des Maliens. Et là, on se pose la question, pour quel agenda, pour qui travaille Abdoulaye Maïga? De quelle entité, de quelle autorité Abdoulaye Maïga est-il le nom? Et ça, c'est encore un débat. Mais on le voit déjà en sous-bassement qu'effectivement, tout ce discours-là a vocation à défendre une idéologie, mais qui n'est pas dans l'intérêt ni immédiat, ni lointain du Mali et des Maliens. Donc voilà à peu près, moi, ce que je peux dire de cette allocution qui, au final, on le voit, est vide de sens. Cette allocution du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Premier ministre par intérim du Mali, bien évidemment.